kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin, autour de la table avec vous, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning, Alex. Taylor, my name is Alex Taylor. Oh, ça nous envoie vers quelqu'un qu'on connaît peut-être, 007. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho. Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin l'info politique du jour et ça fait tousser dans certains ministères. Et Anne Le Gall qui innove et qui nous raconte notre vie de demain. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, une nouvelle taxe dans les tuyaux, ça faisait longtemps. Le gouvernement réfléchit, nous dites-vous ce matin, à créer une taxe sur l'essence pour financer cette fois les éoliennes. Oui, parce qu'aujourd'hui, les éoliennes et l'énergie solaire est financée via une taxe sur l'électricité. Je ne sais pas si vous avez regardé votre facture d'électricité, mais vous avez une ligne qui s'appelle CSPE. Ça représente quand même 15% de la facture d'électricité, c'est pas rien, hein. Sur 100 €, vous avez 15 € qui va dans cette taxe. Et le problème, c'est que cette taxe pour les énergies vertes, elle grossit de plus en plus, d'où l'idée, comme on dit, d'élargir l'assiette. Ça veut dire quoi, élargir l'assiette? Ça veut dire d'aller piocher dans d'autres poches. Alors en l'occurrence, les autres poches dans lesquelles on pourrait piocher, eh bien, ce sont celles des automobilistes. Donc on pourrait élargir cette taxe pour financer les énergies vertes au gaz et aussi au carburant, donc pétrole et gasoil, etc. Une taxe, ça fait une taxe de plus. Pourtant, il me semble bien, Axel de Tarlet, que le gouvernement s'était engagé à ne plus toucher à la pression fiscale. Oui, mais alors là, comme le prix de l'essence est très bas, le gouvernement peut se dire ça va passer inaperçu, parce que comme l'essence baisse, si on rajoute une petite taxe, ça va pas se voir, mais vous avez complètement raison. C'est vrai qu'il y a un réflexe taxe qui est incroyable, surtout pour une énergie, l'énergie éolienne, dont on nous dit qu'elle est devenue aujourd'hui rentable. Mais vous le savez, Thomas, nous sommes les champions des taxes. Vous savez combien de nouvelles taxes on a créées au cours des 5 dernières années? 51 nouvelles taxes. Non. Chaque année, nous avons créé en moyenne 10 nouvelles taxes en France. Bravo, on est fort en taxes. L'énergie, ça vous parle, Anne Le Gall? L'énergie verte, c'est peut-être rentable, mais il faut quand même payer l'installation. Au départ, il faut un investissement. Quand quelque chose est rentable, on s'endette et avec les recettes, on rembourse et on n'a pas besoin de subventions. Hein. Tous les chefs d'entreprise, ils ne sont pas subventionnés. Moralité, apprêtez-vous à payer plus. Alexandre Cara, vous nous révélez ce matin qu'il y a un peu de tension au gouvernement, c'est pas de l'énergie là pour le coup, tension sur l'affaire syrienne entre le ministère de la Défense, le Quai d'Orsay et l'Élysée. Et ça, c'est inédit, on n'a jamais entendu ça encore. C'est vrai Thomas, Laurent Fabius n'a pas beaucoup apprécié la manière dont se sont décidés les survols et les éventuelles frappes en Syrie auxquelles il était personnellement opposé. Il faut dire que c'était un affrontement qui se déroulait depuis plus d'1 an entre le ministère de la Défense et le Quai d'Orsay. Finalement, vous l'avez dit, c'est Jean-Yves Le Drian qui a eu le gain de cause, on l'a vu lors de la conférence de presse de François Hollande. Mais Alexandre, la règle c'est quand même plutôt que le président tranche les différends entre ses ministres et ça provoque pas une crise ou des crispations à chaque fois, si? Oui, mais là, ce que Laurent Fabius n'a pas apprécié, c'est la méthode. Le principe de cette intervention en Syrie s'est décidé la semaine dernière lors de 2 conseils restreints de défense, 2 conseils restreints de défense auxquels il n'a pas assisté parce qu'il était à l'étranger, en Chine, puis au Luxembourg. Donc vous voyez, 2 réunions décisives où il n'a pas pu mettre son écho et apporter son opinion. Alors il y a peut-être un peu de susceptibilité sur la forme dans tout ça, mais dites-nous, Alexandre, quel est le fond du problème de cet affrontement entre Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius? Tout simplement, Laurent Fabius pense qu'il ne peut y avoir d'intervention en Syrie tant que Bachar el-Assad est au pouvoir. Alors qu'au ministère de la Défense, la priorité est la lutte antiterroriste. Les militaires et la DGSE font le forcing depuis plusieurs mois pour obtenir ces vols de reconnaissance dont ils ont besoin pour faire du renseignement, tout simplement parce que les Américains, qui eux font du survol de la Syrie, ne leur communiquent pas les informations. Donc en fait la guerre maintenant c'est entre Le Drian et Fabius, si j'ai bien compris, c'est déplacé de terrain. Non, pas véritablement, parce que les 2 hommes s'estiment véritablement, il y a déjà un habillage, c'est-à-dire que les frappes ne vont pas avoir lieu tout de suite pour ménager la susceptibilité de Laurent Fabius, et puis d'autre part, en réalité, Laurent Fabius en veut plus à François Hollande, dont il estime qu'il a cédé trop facilement au lobby militaire. Ouais, non, c'est la première fois qu'on entend ça quand même, la tension comme ça entre Laurent Fabius et François Hollande. Parce que jusqu'à présent, Laurent Fabius a toujours eu gain de cause sur ce dossier. Révélation politique d'Alexandre Cara, comme tous les matins dans le kiosque. Alex Taylor, on va chez vous en Grande-Bretagne. Vous avez des problèmes en Grande-Bretagne pour gérer le politiquement correct en ce moment. Oui, racontez-nous. Ça devient de pire en pire. Ce sont les unes ce matin. C'est sur un cas, elle s'appelle Charlotte Proudman, avocate de 27 ans, spécialisée dans les droits de l'homme. Et s'est offusquée car un collègue, Alexander Carter-Six, 57 ans, lui a envoyé un message sur LinkedIn disant qu'elle était stunning, ravissante. Alors, LinkedIn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normalement c'est pour le boulot, c'est pour le job, c'est un réseau professionnel. Il y a beaucoup c'est pas qui s'en mythique. servent
autrement. Donc, elle a outé, on en a parlé partout sur les réseaux sociaux, l'accusant de sexisme. Je suis sur LinkedIn pour des raisons professionnelles, dit-elle, pas pour être objectifiée par des hommes sexistes. Il s'est excusé, mais ça crée une véritable tempête sur la twittosphère partout, avec un clivage total, 50-50, entre les gens qui disent elle a parfaitement raison, plutôt des femmes, et d'autres qui disent plutôt des hommes, on ne peut même pas faire des compliments maintenant, et qui vont jusqu'à traiter de féminazie. Féminazie. Oui, les militantes un peu trop extrêmes. Alors, tout un schmutz. Le Mail ce matin, ça fait la une du journal le plus lu en Grande-Bretagne, a fouillé dans le Facebook de Mrs. Proudman et trouvé 2 cas où elle-même, elle traite des hommes de hot ou oulala. Voilà. Bon, en tout cas, et c'est pas tout, parce que le politiquement correct, il touche aussi James Bond chez vous. Oui. C'est un livre qui est sorti hier à base des notes de l'auteur Ian Fleming, avant la sortie du film en octobre, où Anthony Horowitz, l'auteur, a adapté le héros pour le 21e siècle. Beaucoup de gens qui se plaignent aussi. Il fume moins, il est moins condescendant envers les femmes, et son meilleur ami est un militant gay. Et puis un autre cas, The Times était absolument outré cette semaine parce qu'un théâtre a débaptisé Blanche-Neige et les 7 amis, parce qu'on ne peut plus dire nains maintenant. On dit personne de petite taille, quoi. Non, même pas, les nains sont joués par des petits-enfants. Mais ce matin, dans la presse, il y a un présentateur de télévision très connu qui s'appelle Warwick Davis, c'est un peu notre Mimi Mati, mais en homme, qui parle de discrimination contre les gens de petite taille qui n'ont plus le droit de jouer leur propre rôle. Vous voyez, on s'en sort plus en Grande-Bretagne. Il va être bien fade, James Bond. Et puis c'est une trahison de Ian Fleming, qui était plutôt conservateur et éminemment sexiste. C'est comme si on faisait boire de l'eau à Serge Gainsbourg. Bref, l'innovation, Anne Le Gall. Anne, une bonne nouvelle ce matin, puisqu'il sera bientôt beaucoup plus facile de savoir si oui ou non on a intérêt à installer des panneaux solaires chez soi. Et oui, parce que selon la région dans laquelle on habite, ce n'est pas toujours évident de savoir à l'avance si un panneau solaire sera rentable ou pas. Donc jusqu'ici, on pouvait toujours faire venir un technicien pour faire un diagnostic. Mais à partir du 1er novembre, eh bien, tout sera beaucoup plus simple, puisqu'une start-up française a mis au point un service Internet gratuit qui permet de calculer, à partir de la simple adresse postale, le potentiel photovoltaïque du toit de l'habitation en question. Donc c'est la quantité d'énergie que ce toit peut produire. Et ce calculateur indique même les économies potentielles par rapport à une installation classique, et notamment en tenant compte du fait qu'on peut ensuite revendre cette électricité à EDF et la remettre dans le circuit. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun expert qui se déplace. Comment on fait pour calculer tout ça à distance ? En fait, tout est basé sur un algorithme qui combine des statistiques météo ultra locales et puis des données qui viennent de l'Institut géographique national, l'IGN. Donc par exemple le relief autour de la maison, la présence de végétation d'une forêt, par exemple, à proximité. Et c'est tout ça qui permet de déterminer très précisément la quantité de soleil que reçoit le toit, et donc de voir si l'installation est rentable. Sur le papier, raconté comme ça, c'est séduisant, mais est-ce que c'est fiable ? Alors, c'est mathématique, donc c'est objectif, c'est vraiment un algorithme. Par ailleurs, ce service est indépendant, il est gratuit, mais il est indépendant puisque la société, donc, qui s'appelle In Sun We Trust, c'est une société française. Dans le soleil, nous avons confiance. C'est ça. Voilà, je parle sous contrôle. Alex. Ça, oui. Cette société va en fait proposer des adresses d'installateurs agréés, et elle pourra se financer en prenant un petit pourcentage sur le montant des contrats signés via le site. Mais il n'y a pas Google qui avait fait la même chose ? Vous avez raison, exactement. Mais ça se passe aux États-Unis, en Californie uniquement. Donc pour l'instant, les Français n'ont pas accès au service de Google. Attention qu'Axel de Tarlet ne vous taxe pas. Donc, c'est quoi In Trust Non, In Sun We Trust. We Trust. Et nous, In le kiosque We Trust. Voilà, In le kiosque de 7h15 We Trust. Et on se retrouve donc lundi matin. À lundi, les amis. Lundi.